Bonjour à tous, c'est Lucie Pacro. Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos histoires les plus surprenantes. Bonjour à tous. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode en ligne. D'abord un récit d'aventure immersif, suivi la semaine suivante d'un échange dans lequel vous posez vous-même les questions à mon invité. Après chaque nouveau récit, je vous invite à me poser directement vos questions sur le compte Instagram du podcast, Instant T Podcast. Alors comme promis, voici les réponses de mon invité de la semaine aux questions que vous avez souhaité lui poser. Bonne écoute! Salut Marie, je suis trop contente de te retrouver pour faire un débrief de cette aventure que tu vis aujourd'hui et des questions que les auditeurs ont posées pour toi. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Depuis le dernier podcast, tout va très bien. Est-ce que, avant qu'on pose les questions, tu peux nous dire où t'en es aujourd'hui dans ton aventure? Alors aujourd'hui, donc on est arrivé il y a à peu près une semaine au Guatemala. On a fait neuf jours et demi de mer depuis le Panama, avec donc les deux dernières équipières qui étaient Fiona et Marion. Et là, on a sorti le bateau à sec dans un chantier et depuis à peu près 5 jours, on est en train de préparer, laver, faire des réparations sur le bateau pour ensuite que je rentre en France dans 3 jours pour revoir un peu tout le monde en France. Donc c'est une pause pour Zia. Ça te permet de faire une pause, de revoir ta famille, de gagner un peu d'argent aussi pour le projet, c'est ça? Ouais, exactement. Et aussi de passer une formation maintenant pour devenir matelote sur des bateaux. Donc voilà, c'est un peu plusieurs choses en même temps pour ce retour en France. Quand on avait enregistré le podcast, tu étais en Colombie, je crois. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il s'en est passé des choses du coup. Oui, effectivement. Donc en fait, depuis la Colombie, on est parti à Troyes, donc avec Fiona et Marion. On a fait 3 jours de mer pour aller jusqu'au Panama et ensuite on est resté à peu près 3 mois au Panama dans les San Blas où les San Blas c'est des archipels en fait, c'est des petites îles qui appartiennent au Panama mais qui sont indépendants. Il y a un peuple qui vit là-bas qui s'appelle les Kunayala. Les Kuna, pardon, et du coup les San Blas, on appelle ça aussi les Kuna Yala, c'est le terme, on va dire, local. Voilà, donc on a passé 3 mois et ensuite on a fait à peu près 10 jours de mer pour arriver au Guatemala. C'est magnifique en plus ces îles, les Gunayala, là. Ouais, c'est super beau, c'est des cocotiers, l'eau transparente, des coraux. Ouais, c'est plutôt très joli, c'était vraiment sympa. Trop chouette. Bah écoute, on va commencer avec les questions. Première question pour savoir un petit peu qui tu étais avant cette aventure. Est-ce que, enfant, tu étais déjà aventureuse et intrépide? Alors, j'ai toujours aimé voyager, effectivement. Dès mes 16 ans, je suis partie en avion toute seule en Espagne. Donc ma maman était pas très rassurée. Mais oui, j'ai toujours eu cette envie, en tout cas, de partir à l'étranger, de voyager, de faire autre chose, en fait, avec mon sac à dos et de vraiment d'aller à la rencontre des gens. Ça a toujours guidé mes voyages. Depuis mes tout premiers voyages jusqu'à aujourd'hui, je voyage vraiment pour rencontrer les gens et pour vraiment m'initier dans les cultures en fait différentes. J'adore découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles traditions, donc ouais, ça a toujours un peu été le cas, on va dire. À 16 ans, tu partais déjà toute seule du coup? Ouais, enfin je suis partie rejoindre une amie en Espagne, mais effectivement j'ai pris l'avion toute seule et après à mes 18 ans j'ai fait mon premier voyage de 1 mois et demi en Grèce où là c'était vraiment toute seule et pour le coup et ça m'a un peu déclenché la petite passion et depuis c'est vrai que j'ai pu vraiment arrêter de partir en voyage en France ou à l'étranger un peu partout quoi. Et est-ce que le faire toi-même, c'est quelque chose qui te vient d'où en fait, cette sensibilisation pour la réutilisation, la récupération, ça te vient d'où? J'ai toujours eu pareil un peu j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains et bah c'est vrai que dans ma famille on a plutôt été élevés un peu pas vraiment dans une famille écolo mais on faisait attention au recyclage, aux trucs, je dirais aux choses de base qu'on fait en France. Mais j'étais pas non plus voilà élevée dans une famille très très écolo et tout, mais j'ai toujours aimé faire de mes mains, bricoler, toucher des choses, un peu touche à tout et j'ai commencé mes études dans la couture. Donc j'ai fait un bac couture et en fait ça m'a un peu fait découvrir on va dire le monde de l'industrie
et que j'ai pas du tout aimé. Pour autant, je suis restée travailler dans le monde de l'industrie pendant 6 ans ensuite après mes études, mais en fait, à côté de ces études-là et de mon travail dans l'industrie, eh ben, j'ai toujours essayé de proposer des choses à côté, de faire soi-même. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et petit à petit, en fait, quand on commence à mettre le nez dedans, dans les listes des ingrédients, dans les choses qu'on achète, en fait, c'est un peu comme enfin, je sais pas, c'est un peu comme un engrenage. Et du coup, on a envie d'en savoir plus et de faire de plus en plus de recherches et de fabriquer de plus en plus de choses. Et c'est venu, voilà, au final, petit à petit comme ça, mais à peu près pas avant mes 18 ans. Avant, j'étais vraiment j'adorais la mode, j'adorais la couture, j'achetais plein de vêtements de plein de choses différentes, de plein de marques, enfin c'était une catastrophe. J'ai encore tous mes vêtements que j'ai encore aujourd'hui, c'est des vêtements que j'ai achetés à cette époque-là et depuis j'ai jamais racheté de vêtements, je pense. Et pareil pour les produits de beauté où j'étais vraiment dans la consommation, je me faisais avoir par toutes les publicités à l'époque pour tous les produits cosmétiques qui pouvaient se vendre, c'était vraiment une catastrophe. Et je sais pas, un peu du jour au lendemain, vraiment, ça s'est fait en quelques mois. J'ai commencé à me rendre compte des produits que j'utilisais et que c'était pas possible, en fait, de se mettre ça sur le visage et sur le corps. Et ouais, et comme ça, j'ai commencé à mettre un peu le nez dedans et à essayer de fabriquer un peu mes produits, quoi. Et tu peux expliquer un peu le déclic dans l'industrie textile qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Le déclic, c'était un peu quand en fait quand j'ai commencé à faire mes stages et moi je voulais vraiment travailler on va dire dans le luxe, enfin pas dans le luxe mais dans des marques de grande distribution et en fait je me suis rendu compte que je pensais que ça existait encore le métier de designeuse, de personne qui dessine les vêtements, qui choisit les tissus et tout ça dans les grosses entreprises et en fait je me suis rendu compte que plus du tout. Maintenant, c'est les ateliers de couture, on va dire, qui sont au Bangladesh, en Chine et tout ça, qui font eux-mêmes leur collection. Et ensuite, toi, si tu veux travailler là-dedans, t'es acheteuse et du coup, tu voyages là-bas en avion, tu vas voir leur collection et tu dis, bah moi, je veux telle chemise avec tel tissu, avec une poche là, tel pantalon comme ça. Et en fait, du coup, eh ben, toutes les marques maintenant, c'est les mêmes entreprises qui fabriquent, donc c'est les mêmes tissus, alors qu'il y a ça se retrouve après vendu sur des marques bas de gamme, on va dire, et des marques très haut de gamme, alors qu'au final, c'est fabriqué au même endroit, c'est les mêmes collections, on va dire, parce que c'est designé dans la même usine. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, en fait, on va payer un vêtement 3 fois le prix pour potentiellement la même chose. Et du coup, ouais, ça a un peu commencé comme ça, on va dire, la prise de conscience. Ça m'a un peu ouvert, enfin, j'avais pas cette vision-là de la mode, donc de la fast fashion, comme on dit. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux teintures végétales, à la fabrication française, et je me suis rendu compte qu'il y avait à l'époque, c'était maintenant il y a 10 ans mes études là-dedans, mais je me suis rendu compte qu'il y avait presque rien qui existait en France ou en Europe pour des produits un peu plus fabriqués en France, des teintures un peu plus naturelles et tout, et ouais, voilà, ça a commencé comme ça. Est-ce que tu pourrais nous partager la meilleure recette que tu partages avec tes ateliers? Ou la plus bizarre, ou la meilleure et une bizarre, je sais pas. Alors, la meilleure, ce serait le dentifrice qu'on fait. Le dentifrice, c'est une valeur sûre. Je crois qu'il y a personne qui l'a testé qui ne le fabrique plus aujourd'hui. C'est un dentifrice en poudre à base seulement en fait d'argile blanche et d'argile verte avec des huiles essentielles. Et franchement, j'ai testé des recettes de dentifrice pendant genre 5 ans et à chaque fois c'était une catastrophe, c'était pas bon en bouche, ça piquait, enfin c'était vraiment pas bon. Donc j'ai testé beaucoup de recettes et j'ai découvert cette recette arrivée en Polynésie dans une ferme dans laquelle j'étais et je me suis dit mais je suis trop bête, pourquoi je me suis embêtée à tester 10 000 ingrédients avec 10 000 recettes différentes alors qu'au final il fallait juste prendre de l'argile qui est bourrée de minéraux, de vitamines et du coup c'est super bon pour les dents avec des huiles essentielles pour l'odeur, pour les gencives, la laine et tout. Et voilà. Et du coup, ça fait 5 ans maintenant que j'utilise ce dentifrice et il a été testé, approuvé par tous les bénévoles qui sont venus sur Zia et aussi lors des ateliers quand on les fait. C'est vrai qu'on a des super bons retours là-dessus. Et après, la recette un peu bizarre, je dirais, c'est le déodorant à la vodka. On fait ça aussi lors d'ateliers et c'est un déodorant tout simplement à base de vodka parce que il y a beaucoup de déodorants dans le commerce qui sont vendus à base d'alcool. Parce que c'est un très bon en fait c'est un très bon déodorant. Le problème c'est que l'alcool qui est vendu maintenant dans ces produits-là en grande surface, c'est de l'alcool synthétique. Donc c'est de l'alcool en fait issu du pétrole, de la pétrochimie. Et en fait, nous on revient juste aux bases qui étaient avant l'alcool naturel et l'alcool le plus neutre qui existe au niveau de l'odeur, c'est la vodka.
Donc on fait un déodorant en spray à base de vodka et d'huile essentielle. Et du coup, c'est quoi les meilleures huiles essentielles pour le dentifrice et pour le déodorant? Qu'est-ce que ton combo fétiche? Bah, pour moi, la meilleure, s'il y en avait une à choisir, ce serait le tea tree. Enfin, vraiment, moi, personnellement, j'en utilise partout. Alors, j'en utilise pas beaucoup, faut savoir, sur le bateau ou autre. J'en utilise vraiment sur quelques produits, notamment le déodorant et le dentifrice. Mais je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est à peu près tout pour lequel j'en utilise et après pour me soigner, mais j'en utilise pas dans les autres produits parce que c'est quand même, ça demande beaucoup de ressources pour fabriquer ces produits-là. Souvent c'est importé, ça vient de loin, donc je limite quand même moi personnellement la consommation d'huile essentielle. Mais si on avait vraiment une à garder, ce serait le tea tree parce qu'on peut se soigner avec, on peut, bah du coup pour le dentifrice, pour le déodorant, c'est antibactérien, c'est antifongique, enfin c'est vraiment ça a 10 000 propriétés, c'est l'huile essentielle, on va dire, qu'elle est la plus polyvalente, qu'on peut utiliser partout, aussi bien ouais, sur tous les cosmétiques, pour les peaux grasses, si on a des peaux à tendance acnéique, si on a des problèmes de cheveux, de psoriasis, d'eczéma, pour se soigner aussi pour le ventre, si on a mal au ventre pour ses règles typiquement, ou si on fait des indigestions. Moi je trouve que c'est la meilleure. Et après j'aime bien la menthe poivrée pour le dentifrice parce que c'est vrai que ça donne un petit coup de fouet au dentifrice. Ouais, voilà. Et mais en fait, t'as énormément étudié pour savoir tout ça, toutes les propriétés de chaque produit, de ce que tu mets dans tes recettes. C'est purement par hobby que t'as fait tout ça? Ouais, pour le coup, ouais, c'est vraiment par hobby. Après, je pense pas avoir vraiment énormément de connaissances, mais dans ce que je fabrique, en tout cas moi personnellement, et ce qu'on propose avec l'association lors des ateliers, ouais, on est assez documenté là-dessus parce qu'on se doit quand même de pouvoir répondre aux questions des gens et les ateliers, enfin, et ce qu'on fait fabriquer, ce qu'on propose aux gens de fabriquer, il faut que ce soit sûr. Donc pour le coup, sur les produits qu'on fabrique, je suis assez bien renseignée et j'aime bien ça effectivement. J'ai pas mal de livres sur le bateau qui me servent beaucoup pour me renseigner là-dessus. Mais après, je dirais pas non plus que j'ai toutes les connaissances de toutes les huiles essentielles, de tous les produits, parce que ça reste un énorme univers et je pense qu'on en apprend tous les jours. Et vu que j'ai pas fait d'études là-dessus non plus, c'est plutôt autodidacte, quoi. Donc c'est plutôt des renseignements piochés par-ci par-là, quoi. Ouais, c'est super intéressant. On va retourner du coup sur ton aventure et on va parler de comment tu as réussi à gérer la pression en tant que capitaine, parce qu'on a vu que tu as eu des galères sur le bateau. Comment tu as réussi à garder ton sang-froid dans cette succession de complications? Et j'imagine qu'au-delà de ce que tu racontes dans le podcast, tu dois avoir quand même à plein de moments la pression pour X raison d'être en charge, responsable d'équipier. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Je sais pas trop s'il y a des secrets. Je pense que c'est la pression, on va dire, d'être capitaine. Je pense que c'est la chose la plus dure et la chose que j'ai la plus de mal à gérer. Enfin, pas la plus de mal à gérer, mais c'est la chose que je ressens le plus et qui me fait qui me prend le plus d'énergie, en tout cas moi personnellement, émotionnellement et physiquement. Et après, je pense que ce qui m'a fait tenir vraiment et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment l'entraide avec les équipages en fait. Tous les équipiers qui sont venus à bord. Déjà le premier équipage, on se connaissait beaucoup. Il y avait Fifi qui était mon second que je connaissais beaucoup, qui m'a énormément soutenu, aidé, qui me faisait du bien et heureusement qu'il était là parce que concrètement, je me voyais pas du tout partir en transatlantique sans Fifi parce que vraiment pour moi c'était mon pilier et c'était vraiment ouais, j'avais besoin de lui en tout cas pour cette première traversée pour me dire ok, je peux le faire, mais quand même accompagné avec quelqu'un en qui j'ai confiance et en qui je pourrais laisser le bateau comme ça du jour au lendemain sans aucun souci quoi. Euh, et ensuite quand le premier équipage est descendu, là c'est vrai que j'ai eu le premier équipage le second équipage qui est arrivé ensuite, je connaissais personne et là ça a été quand même un peu plus difficile. Déjà le fait d'accueillir des gens qui savaient pas naviguer du tout. Là, ils savaient pas naviguer, donc ils connaissaient pas non plus la vie de bateau. Donc ça a été vraiment pas mal de réglages. Les premiers équipages m'ont aidé à faire des réglages, on va dire, sur les règles de vie à bord, comment un peu les règles de bonne vie ensemble. Ouais, comment on fait pour vivre sur un bateau ensemble sans se connaître et surtout quand on connaît pas la vie de bateau, tout ce qui est le gaz, l'électricité, l'eau. Et après, j'ai aussi beaucoup, n'empêche, été aidée par d'autres capitaines, des jeunes qui eux aussi débutaient et on aimait bien échanger, discuter et donc ça m'a aussi beaucoup aidé de voir eux comment ils faisaient, comment ils géraient ça, les équipiers, la vie de bateau et tout. Et ça m'a fait du bien aussi de rencontrer des jeunes capitaines
qui étaient là sur leur bateau, qui savaient plus ou moins naviguer et qui m'ont quand même beaucoup appris, beaucoup soutenu. Et après, pendant 1 an, là, dernièrement, jusqu'au Panama, j'ai navigué avec un bateau copain aussi qui s'appelait Frédéric. Et lui qui naviguait tout seul sur son bateau. Et vraiment, pendant 1 an aussi, il m'a énormément fait connaître la vie de capitaine, rassuré. Enfin, ça avait vraiment été un pilier et un ami pendant 1 an sur le bateau. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, je pense que c'est les relations humaines qui aident à être capitaine, on va dire, quand on n'y connaît pas grand-chose. C'est l'entraide et ouais, les autres gens, en fait. Est-ce que tu aurais préféré finalement être bateau stoppeuse ou avoir ce projet en ayant quelqu'un d'autre qui prenne en charge le rôle de capitaine, ou même si c'est dur, t'es contente d'avoir cette responsabilité? Non, je pense que je suis contente d'avoir cette responsabilité, parce que c'est vrai qu'après 2 ans en bateau stop, j'avais vraiment envie et besoin d'avoir mon chez moi. Et en fait, ça devenait dur d'être tout le temps bateau stoppeuse parce que c'était vraiment génial. Mais au bout d'un moment, on est tout le temps sur les projets des autres, tout le temps sur les bateaux des autres, tout le temps avec les autres. Et en fait, on s'oublie. Enfin, je dirais pas qu'on s'oublie soi-même, mais on se perd un peu puisqu'on n'a plus ses repères. Et moi, c'est ça qui me manquait beaucoup à la fin de mon voyage en bateau stop. Et donc, je voulais vraiment pouvoir continuer, créer ce projet-là et le continuer, mais avec un support qui me permettrait d'avoir un cocon, on va dire, et de pouvoir avoir mon chez moi et et des personnes à bord, mais du coup que ce soit différent, effectivement. Non, je suis quand même contente maintenant, même si c'est dur émotionnellement et c'est toujours des hauts et des bas tout le temps. Je suis quand même très contente d'avoir le bateau et de pouvoir accueillir du monde et de plus être bateau stoppeuse, même si je le referai, c'est sûr, et je l'ai déjà fait et je vais continuer à faire bateau stoppeuse sur d'autres bateaux. Mais avoir son chez-soi et d'être capitaine, c'est autre chose quand même. On se sent plus libre. Et puis, bon, on fait plus de bêtises, hein, quand même. Parce qu'on se trompe forcément souvent. C'est une perpétuelle remise en question sur soi-même tout le temps. Puisque à chaque fois qu'il y a un nouvel équipage, on doit se réadapter. On doit connaître les autres personnes. Tout le monde vit différemment. Tout le monde a des manières de faire différentes. Et donc se réadapter à chaque fois. Voilà, ça utilise beaucoup d'énergie. Mais c'est tellement plaisant en fait d'arriver à se dire, waouh, on arrive à vivre à 3, 4, 5 personnes pendant 1 mois à 7 mois et des fois il y a des hauts et des bas, des fois ça se finit pas toujours bien, mais des fois aussi ça se finit bien et c'est ça qui fait plaisir, quoi. Et c'est beau de se dire qu'on a réussi à vivre dans 15 mètres carrés à 3 pendant tant de semaines sans se tuer, sans s'entretuer, sans avoir trop de problèmes et arriver à garder les bons moments, quoi. C'est ça qui est bien. Avant cette aventure, du coup, à ton premier départ, quand tu es parti voyager en Amérique centrale et que tu as fait du bateau pour la Transpacifique, quelle a été la réaction de tes parents vis-à-vis de ce départ? Moi, mes parents sont très casaniers, ils ont jamais quitté la France, ils ont jamais pris l'avion. Donc c'est vrai que déjà depuis que je voyage, depuis mes 18 ans, bon, ils aimaient bien ça parce que c'était 2 semaines, 3 semaines, 1 mois par-ci par-là, donc ça allait. Mais déjà, ils étaient contents quand je rentrais. Mais là, c'est vrai que quand je suis partie vraiment longtemps, je dirais que ça a été compliqué les premiers mois. Enfin, ce premier voyage en bateau stop a été compliqué puisque j'étais loin d'eux et surtout ils comprenaient pas en fait pourquoi je partais. Et pour eux, ça avait pas de but, ça avait pas de logique. Et pour eux, si je partais en vacances, des longues vacances, quoi. Mais au final, en fait, au fur et à mesure, moi personnellement, j'ai jamais été très proche de ma famille. J'ai jamais été trop famille et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec ce premier voyage de 2 ans, ça m'a vachement, au final, rapproché avec ma mère, en tout cas beaucoup, puisqu'on s'est mis à beaucoup s'appeler, à discuter. Je me suis mise à être plus à l'aise en fait de lui parler, de lui raconter les choses, et du coup, ça m'a vachement ouvert. Et elle aussi. Alors qu'avant, on vivait dans la même ville et on se voyait pas forcément, on s'appelait pas 1 fois par semaine. C'était vraiment plus basique et j'osais pas trop raconter ma vie. Enfin voilà, c'était plutôt basique, on va dire. Et là, depuis que je suis partie et donc que je suis revenue et maintenant repartie avec le bateau, moi je trouve qu'il y a vraiment eu une évolution, en tout cas dans ma famille et mes grands-parents aussi. Typiquement, maintenant, pour eux, j'étais en vacances avant et maintenant ils me disent qu'ils sont fiers de moi et qu'ils disent que je vive mes rêves et avec un projet
ils comprennent pas trop le projet de l'association, ils sont un peu en mode genre, mais une asso, ça veut dire quoi? Tu travailles gratuitement? C'est bizarre de travailler gratuitement et tout. Je suis en mode genre, oui, je sais, mais c'est parce que ça apporte autre chose que gagner de l'argent, en fait. C'est ça qui est différent. Mais malgré ça, ils sont super contents, ils me suivent à fond sur une carte à chaque fois que je change d'endroit avec le bateau. Et ma mère aussi, bah, elle m'avait jamais dit qu'elle était fière de moi et tout. Et là, dernièrement, elle m'a dit, ah, bah, je suis fière de toi, continue de vivre tes rêves et c'est super ce que tu fais. Et donc, au fur et à mesure, vraiment, je trouve que ça évolue les relations avec la famille par rapport à ça. Avant, ils comprenaient pas. Et maintenant, ils ont compris que je partirais longtemps et que je continuerais peut-être à partir. Mais ils commencent à comprendre pourquoi je le fais, quoi. Et du coup, est-ce que tes proches, ils te soutiennent dans ce que tu fais aujourd'hui avec l'asso? Même plus large que la famille, tes amis? Ouais. Bah déjà ma famille maintenant ils me soutiennent vachement et mes amis oui. Même si bah moi personnellement après j'avoue je suis pas très téléphone, j'envoie pas trop de nouvelles et tout ça. Mais après bah par les réseaux ils en ont et tout et oui si quand même j'hésite pas à les appeler quand j'ai besoin. Enfin elles ont toujours été là quand j'étais à La Rochelle pour monter le projet. Elles ont toujours été présentes. On a un petit noyau dur de copines on va dire qui ont toujours été là, qui m'ont toujours soutenue, qui sont venues aux ateliers, qui sont venus m'aider comme bénévole à faire les travaux, à faire les ateliers. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a aidé aussi à me lancer, à lancer l'assaut, à tenir en fait au tout début quand c'était vraiment dur entre les travaux du bateau, bah essayer de chercher des sponsors, essayer de chercher des ateliers, de contacter les entreprises, de contacter les écoles, tout ça, c'était beaucoup de boulot, c'était dur. Et si elles n'avaient pas été là, je pense ça aurait été beaucoup plus dur et vraiment différent. Je l'aurais vécu très différemment. Donc, tu as une belle équipe de supportrices derrière toi. Ouais, franchement, elles sont trop mignonnes, elles sont vraiment trop gentilles, des super copines. Ah, c'est génial. Bah, une question qui a un peu un sens avec ça. Est-ce que tu sens un décalage avec tes amis que tu avais avant le voyage, qui ont une vie qu'on pourrait qualifier de plus ordinaire? Est-ce que quand toi, tu rentres en France, tu sens le décalage? Ouais, ça par contre, c'est vrai que c'est un peu ce que je regrette. C'est vrai que depuis que je suis rentrée de mon premier voyage de 2 ans en sac à dos et bateau stop, bah déjà là, je me suis sentie vraiment à part, pas à part, mais différente en fait. Je voyais que mes centres d'intérêt et mes réflexions sur la vie de tous les jours étaient plus du tout les mêmes que mes amies en France. Et même si elle voyage beaucoup, enfin, il n'y a pas que elle, il y a vraiment tous les gens en général. Je mettrai pas que mes amis, mais tous les gens en général. Bah, je me reconnais plus forcément et il y a des problèmes qui pour eux sont des énormes problèmes alors que pour moi maintenant c'est tellement futile, tellement éparse que du coup je me sens plus, il y a des moments où oui, je me sens plus forcément à ma place, où je me sens en tout cas en décalage et voilà, mais après je pense il faut faire avec. Là, je verrai quand je vais rentrer. Là, peut-être que ce sera encore pire, je sais pas trop, on verra. Je rentre dans une semaine donc j'en saurai un peu plus. Mais oui, effectivement, on peut que se sentir en décalage quand on découvre d'autres cultures, d'autres trucs et qu'on rentre en Europe et qu'on voit tout ce qu'on a. Enfin, moi, je trouve ça tellement énorme tout ce qu'on a au final par rapport aux autres pays qui eux ont rien et qui pour autant sont tellement heureux d'être là, qui sont toujours avec le sourire et tout que ouais. Le moment où je me sens le plus en décalage souvent, c'est quand je rentre dans des endroits publics, genre des bus ou peu importe. Et en fait, à l'étranger, on se dit tous bonjour dans la rue, tout le temps avec un sourire, alors qu'on se connaît pas du tout. Et du coup, moi, j'ai gardé l'habitude de ça, et à chaque fois que je rentre dans un bus ou dans le tram, je sais pas, ça va dire bonjour. Et les gens, ils me regardent trop bizarrement, et ça va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bizarre. Alors que bah non, en fait, c'est trop cool de se dire bonjour à tous avec le sourire, moi je trouve ça génial. Et du coup, comment tu fais face à ce sentiment de décalage, ça, parce que j'imagine que ça t'atteint? En fait, ce que je trouve bien, enfin, ça va parce que au final, il y a, bah, certes, les anciens amis avec qui on se sent un peu plus en décalage, mais qui restent des amis et ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, qu'on se comprend aussi et elles savent pourquoi je suis un peu plus en décalage et tout ça. Et en fait, on vit très bien avec ça et c'est cool aussi. Du coup, on en rigole aussi, donc ça c'est assez sympa. Et après, il y a aussi bah, les nouveaux amis qui arrivent en cours de route, qui eux ont aussi voyagé, les rencontres de voyage, qui au final se transforment on va dire en amis de voyage, quoi. Je sais pas trop comment on peut dire ça. Et en fait, avec ces gens-là, bah, j'en ai eu des nouveaux que je revois encore aujourd'hui, qui sont venus me voir sur le bateau, que je vais revoir en France. Et avec ces gens-là, pour le coup, on se sent pas du tout en décalage. Et donc ça contrebalance un peu, quoi. Je suis très heureuse de revoir mes amis, j'avoue, parce que c'est vraiment, bah, c'est des amis de cœur et ça fait des années qu'on se connaît et je sais qu'on s'entendra toujours et qu'elles comprennent aussi pourquoi je fais tout ça.
Mais effectivement, je suis contente aussi de voir les nouveaux amis, on va dire, puisque c'est différent. En fait, on va parler de choses totalement différentes, et c'est ça qui est bien aussi, c'est d'avoir des sujets vraiment différents entre tous, quoi. Dans le podcast, tu disais que le projet allait se terminer dans 2 ans. Quelle fin tu visualises du coup pour ce projet? Alors en fait, c'est une fin, mais que ça n'a pas vraiment une fin. En fait, ce serait la fin de Zia, mais pas de l'association. Le but là, donc là, je rentre en France pendant 5 mois pour passer la formation, et ensuite je retourne au Guatemala. Je fais quelques travaux sur le voilier. Donc il y a quand même j'aimerais bien remater en fait reposer le mât arrière du bateau qui n'a jamais été là, faire des travaux pour préparer Zia un peu après 6 mois abandonné dans un chantier. Et là le but après c'est de la ramener en France, donc en passant par le Belize, Cuba, les Bermudes et ensuite les Açores et La Rochelle. Et donc le retour serait prévu on va dire août-septembre 2026. Et après l'optique de ça c'est de vendre Zia, puisque malheureusement, je l'adore. Franchement, je l'aime trop. C'est un bateau qui est génial pour naviguer, pour apprendre à naviguer, pour vivre au mouillage. Il est génial, mais je peux pas naviguer toute seule avec ce bateau. Et il a quand même, ça reste un vieux bateau, et il a quand même, voilà, je pense que maintenant j'ai envie d'autre chose. J'ai potentiellement envie de continuer à naviguer avec du monde, mais aussi potentiellement toute seule. Et donc j'aimerais bien, pourquoi pas, trouver un bateau un peu plus petit. Pour moi personnellement, cette fois-ci, plus que ce soit dans l'association, mais pour moi personnellement. Et par contre, garder l'association à La Rochelle et continuer à proposer des ateliers de faire soi-même lors des événements, dans les centres sociaux, dans les écoles. Voilà, continuer à proposer des ateliers comme on le fait depuis 3 ans maintenant. Alors attends, 2 questions sur le retour. Déjà, août-septembre, c'est pas vraiment la saison du retour. Est-ce que ça te fait pas peur, les alizés dans ce sens à cette période? Et est-ce que le retour sera fait avec Fifi? Alors, si, la période, en fait, quand on arrivait à La Rochelle, c'est août-septembre. En fait, on part généralement avril-mai des Bermudes, dès qu'il y a une bonne fenêtre. Et ensuite, aux Açores, arrivé aux Açores, là, je pense que, en gros, on arrivera, on va dire, courant juin. Et après, rester peut-être 1 mois ou 2 aux Açores parce que c'est vraiment beau. Et je pense qu'avec l'association, il y a plein de choses à découvrir. Et ensuite, seulement rentrer en France, voilà, au courant du mois d'août ou du mois de septembre. Et j'aimerais bien que Fifi soit de la partie. Fifi, si tu écoutes ce podcast, tu es le bienvenu. Et mais bon, il a déjà beaucoup donné pour l'asso, beaucoup donné de sa personne, et c'est vrai que pendant 1 an, il a été là, il m'a soutenu, il a soutenu le projet, et vraiment, je pense qu'il a aussi besoin de repos, et je pense que ça lui fait du bien d'avoir du repos. C'était déjà énorme ce qu'il a fait pour l'asso, et puis lui, il a son bateau aussi. Il a beaucoup de choses aussi chez lui. Puis il fait sa petite retraite tranquille. Alors je pense que C'est fait pour ça aussi. voilà, exactement. Donc je pense qu'il sera plutôt tranquille. Et non, j'aimerais bien peut-être proposer à des capitaines que j'ai rencontrés lors du voyage, qui maintenant ont plus de bateau, leur proposer de venir avec moi. Ce serait pas mal. J'aimerais bien le voir plutôt comme ça, le retour. Pas forcément cette fois-ci avec un équipage 100% que je connais pas et qui sait pas naviguer, mais plutôt avec 1 ou 2 personnes que je connais, qui sait naviguer, et peut-être 1 ou 2 autres équipiers que je connais pas en tout. Du coup, comment tu envisages ta vie au retour? Ça commence à se préciser un peu. Si là je rentre pour passer en fait la formation de matelot de pont, c'est pour ensuite faire des convoyages, c'est-à-dire essayer d'emmener des bateaux d'un point A à un point B. Et potentiellement, j'aimerais bien trouver des bateaux en convoyage pour les emmener jusqu'en Polynésie, retourner en Polynésie, et en fait là-bas travailler un peu comme cuisinière matelote sur des bateaux, et ensuite trouver un nouveau bateau là-bas. Le but, c'est, j'aimerais pas acheter un bateau en France, mais l'acheter plutôt là-bas, le rénover pour ensuite continuer après 1 ou 2 ans ou 3 ans de vie en Polynésie, rentrer en France cette fois-ci, mais par l'océan Indien. Donc on va dire continuer le tour du monde, quoi. Donc un retour est en fait la préparation d'un nouveau départ. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que la Polynésie m'appelle. Enfin, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour la Polynésie. J'ai encore beaucoup d'amis, de rencontres qui sont là-bas. Et en fait, même pour le faire soi-même, en fait, même là-bas, c'est tellement génial que j'aimerais bien continuer avec tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui on a commencé à faire ces ateliers là-bas. Essayer de continuer à faire quelque chose, essayer de voir l'évolution, revoir les gens. Et puis c'est un endroit où je me sens bien, où je me sens à ma place. Donc j'aimerais bien y retourner, en tout cas pour quelques années au moins. Génial.
Donc tu feras encore voir à tes grands-parents la carte pour qu'ils te suivent. Exactement, tout à fait. Et c'est toujours dans la démarche du faire soi-même. Ouais, franchement, j'aimerais bien rester là-dedans. Aussi bien dans le travail que j'aimerais faire, le fait d'être cuisinière sur des bateaux. Donc là, j'ai déjà commencé un peu à travailler là-dedans et c'est vrai que je propose vraiment des plats en fait souvent végétariens ou véganes avec des produits locaux. Mais du coup avec une touche française. Donc par exemple, je fais des tartes tatin avec la pâte. Au lieu d'être fait avec du beurre, je la fais avec des avocats parce que là où on est, il y a beaucoup d'avocats, avec des bananes, enfin avec de la farine de manioc, avec que des ingrédients qu'on peut trouver localement. Mais une tarte tatin, c'est un truc bien français qu'on adore. Enfin voilà, des petites revisites comme ça. Et aussi cuisiner de la viande, des poissons qui sont pêchés localement, ou voilà, mais pas forcément des choses importées. Et après j'ai pu aussi ce qui est vraiment sympa avec les rencontres là où j'ai travaillé dans les bateaux, c'est que les gens étaient au final intéressés en fait pour apprendre aussi à fabriquer leur dentifrice, leur anti-rouille pour le bateau. Donc j'ai déjà eu la chance de faire des ateliers aussi comme ça lors de mon travail pour leur montrer un peu comment fabriquer son savon, son dentifrice, tout ça. Donc c'est assez sympa, ça allie les deux en fait. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien. Génial. Franchement, trop bien. On va te suivre dans la prochaine aventure. Est-ce que tu crois qu'un jour, tu pourras vivre au même endroit où la bougeotte, elle est là et elle te quitte plus? Alors non, je pense que quand même je retournerai en France pour avoir un plus gros projet, un peu plus sur du long terme par la suite. Je pense que là, j'adore le bateau. Je suis vraiment dans une phase où j'ai besoin de découvrir encore des choses, des cultures, des gens. Mais je pense que j'ai dans ma tête des projets aussi qui émergent, qui fleurissent. Et je les vois plutôt en France pour plus tard, plutôt proche de chez moi, proche de ma famille, de mes amis. Et ça grandit de plus en plus. Et je pense que le bateau, par la suite, j'aurais envie de continuer, mais plus comme ça, à la journée ou sur des vacances, des semaines. Mais pas forcément. Je pense que j'aurais, comme on dirait, genre un peu ma dose de la voile au bout d'un moment. Et je pense qu'après un tour du monde sur différents bateaux, j'aurais envie de me poser un peu plus, de retrouver mes racines, mes terres, et de faire un projet sur du plus long terme, mais à La Rochelle. Alors j'ai 2 dernières questions et après on aura terminé le podcast. Quel est ton rapport au temps qui passe? Donc c'est un peu une question random, mais avec donc ce temps sur le bateau, le voyage, j'imagine que tout est différent. Donc quel est ton rapport au temps? Je dirais qu'il a beaucoup changé mon rapport au temps entre le début où j'ai commencé le bateau et maintenant. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment dans la contemplation. Je passais mon temps en mer à regarder l'océan, à réfléchir, à penser, à écouter de la musique en regardant les oiseaux, le coucher de soleil et tout. Et j'étais vraiment dans un autre monde, c'est-à-dire que quand j'étais en mer, je voyais plus le temps passer. Et pour moi, c'était un autre univers, un autre monde, vraiment. Comme si la Terre existait plus et les autres existaient plus. C'était comme ça. Et là, au fur et à mesure, maintenant que, du coup, que j'ai le bateau et que je navigue, je perds un peu, je dirais, pas cet émerveillement parce que je suis toujours émerveillée, mais je perds un peu ce fait de me poser des questions, de remettre tout en question, de contemplation. Je l'ai moins. Et je sais pas si c'est bien ou mal, en tout cas, moi, je le vois comme si quand je repense à ça, je me dis, peut-être que je me pose moins de questions qu'avant. Et du coup, c'est peut-être plutôt bien. Ça veut dire que je suis peut-être plutôt en phase avec moi-même et tout ça. Je remets moins en question toute ma vie, tous mes projets et tout. Mais d'un autre côté, je me dis, du coup, j'ai l'impression que ça devient normal pour moi de faire ça. Alors qu'à la base, c'était un truc pour moi de ouf de faire ça, et totalement nouveau et tout. Moi, je te le dis, c'est un truc de ouf ce que tu fais. Et maintenant, ça devient presque normal. Et des fois, typiquement, on en parle avec d'autres bateaux copains et tout. Et pour nous, c'est normal d'être dans des tempêtes, d'avoir des orages, des éclairs qui tapent à côté du bateau, que son bateau puisse couler et tout. Alors qu'en fait, de traverser un océan et tout, alors qu'en fait, non, en fait, ça reste un truc, pour moi, en tout cas, ça reste ouf de faire ça, mais ça devient on rencontre tellement d'autres gens qui font pareil dans la voile, que du coup, ça devient une banalité, ça devient normal, et donc le temps par rapport à ça, je le vis plus comme du temps, je dirais, normal, comme si j'étais à terre, et que je vivais ma vie, en fait, je vivais ma vie tranquille, quoi, au final. Mais je suis moins dans l'émerveillement qu'avant, quand même. Parce que c'est vrai que c'est ton quotidien, en fait, maintenant. Au départ, c'était tout nouveau et maintenant, tu vis
tout le temps ces expériences sur le bateau, ces couchers de soleil, etc. C'est devenu ma vie de tous les jours. Je suis encore émerveillée. Mais il faut s'en rendre compte, quoi. Faut se le dire que voilà. Et après, quand même, ça passe super vite. Enfin, moi, je trouve que là, ça fait 1 an et 8 mois que je suis partie. Mais waouh, quand je repense à tout ce qui s'est passé en 1 an et 8 mois, j'ai l'impression qu'il s'est passé genre, je sais pas, 6 mois, alors que ça fait presque 2 ans. Et il s'est passé tellement de choses qu'en fait, j'en oublie. Il s'est passé tellement de choses, tellement d'endroits différents, tellement de rencontres, tellement de hauts, de bas, de remises en question et tout que j'oublie. J'ai du mal à des fois à me remémorer un peu le cours du temps et à me dire, ah bah ça, tel truc, ça s'est passé il y a tant de mois et c'était pas il y a 1 semaine, et ça c'était avant ça et cette expérience après cette expérience. Et en fait, tout se mélange un peu, tout se confond un peu dans ma tête et c'est comme si au final c'était pas le voyage, enfin cette expérience-là était pas saccadée en mois, mais plutôt c'est un truc global de 1 an et 8 mois, quoi. C'est assez spécial, je dirais, quand même. Mais je sens quand même que que le temps passe vite et je sens quand même que la mer, ça vieillit de ouf. Aussi bien sur le visage que dans les réflexions, ouais, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en 1 an, en 2 ans. Pourquoi ça vieillit, raconte? Bah, on vit tellement des expériences fortes, tout le temps, que en fait je sais pas comment on dit, mais déjà bah moi je le vois au niveau de moi, mon visage, mes traits ils sont vachement plus fatigués, j'ai pris de ouf le soleil et du coup genre ma peau elle a totalement changé, enfin j'ai vachement plus de problèmes, on va dire, que je pensais jamais avoir avant. Et et du coup bah même les problèmes de santé, en fait on a beaucoup plus de problèmes, de petits trucs qui arrivent comme ça tous les jours en mer et que avant j'avais pas. Et dans les réflexions? Dans les réflexions, bah c'est, je sais pas, ça je saurais pas du tout comment l'exprimer, mais je trouve que j'ai plus des réflexions maintenant ouais, j'ai envie enfin je sais pas, ça j'avoue je saurais pas comment l'exprimer à l'oral, mais je me sens vachement plus différente, en tout cas vachement moins enfant, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus de remise en question qu'avant, alors qu'avant c'était plus la fougue, la découverte, c'est génial et tout, et maintenant je suis beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée. Je passe mon temps à me remettre en question, ouais, c'est différent. Très bien. Une dernière question. Est-ce que tu peux nous partager un enseignement que tu as appris sur toi pendant tout ce voyage, toute cette expérience? Un enseignement, ce serait l'adaptabilité, je pense. Le fait de savoir se remettre en question tout le temps pour essayer de s'adapter aux gens, mais sans s'oublier, en gros. Moi, j'ai eu un dernier équipage avec qui ça s'est mal fini, typiquement. Et en fait, je me suis totalement perdue parce que j'ai voulu que tout se passe bien. En tout cas, j'ai fait le maximum. C'était plus ou moins bien fait, forcément. Mais du coup, je me suis totalement perdue à vouloir trop me changer, moi. Et en fait, quand le nouvel équipage est arrivé, c'est elles-mêmes qui m'ont dit, mais t'es pas toi, en fait, Marie, et tu veux trop te changer, et tu veux trop faire plaisir aux autres, et tu te perds, en fait, toi-même. Et te perds pas parce que c'est comme ça qu'il se passe des problèmes. Parce que du coup, j'essayais trop de me modifier moi-même pour essayer que tout le monde se sente bien à bord. Et en fait, je me suis un peu perdue et j'étais plus moi-même. Et du coup, ça m'a pas vraiment aidé. Donc, si ce serait un enseignement, ce serait d'arriver à s'adapter, mais sans s'oublier soi-même. Arriver à s'adapter aux autres, toujours en se demandant, est-ce que le fait de s'adapter comme là, j'ai envie de le faire, est-ce que ça va pas me modifier moi-même, alors que c'est mon essence, c'est ma personne, et si je perds cette essence-là, bah, j'arriverai pas vraiment à bien m'adapter et les gens, ils le verront et ça se passera pas bien, quoi. Je pense que ce serait ça. Enfin, en tout cas, c'est le dernier enseignement que j'ai eu en cours. C'est vraiment le dernier qui s'est passé, qui a été assez dur pour moi à faire et à vivre. Et du coup, je commence juste à remettre moi, à me réaffirmer en tant que mari. Et du coup, c'est cool. C'est cool. Mais c'est du boulot. C'est des remises en question. Ouais, en même temps, tu vis H24 avec des inconnus sur ton bateau, sur ton chez-toi. Il faut beaucoup de tolérance chacun avec les autres. Il faut plein de qualités humaines dans les membres de toutes ces personnes de l'équipage. Donc, c'est du travail et tout le monde n'a peut-être pas aussi ces qualités-là à la base. Ouais, exactement. C'est vraiment... Je crois que c'est le plus... Pour moi, ça a été le plus dur. Ça a été de vraiment le... Là, ça fait 3 ans maintenant avec la rénovation du bateau qu'il y a tout le temps du monde à bord. Et franchement, j'adore. Enfin, j'ai toujours vécu en coloc. J'adore avoir du monde et tout. Mais là, tu vois, bah, aujourd'hui, il y a ma dernière équipière Marion qui est partie.
ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais même un gros pincement au cœur, parce que je me suis dit waouh, genre ça y est là, après 3 ans avec tout le temps du monde, je vais me retrouver toute seule pendant juste 3 jours sur le bateau, mais c'est déjà énorme pour moi. Et je pense que ça va me faire du bien de juste me retrouver avec Zia toute seule ouais, ça va me faire du bien, je pense, quand même. Même si j'adore avoir du monde, ça fait du bien de se retrouver des fois aussi soi avec son bateau. Écoute, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Je te souhaite 3 belles journées avec Zia avant ce retour en France où j'espère que ton super comité d'accueil t'attendra. Oui. J'ai hâte de rentrer. C'est un nouveau chapitre qui va se jouer maintenant parce que là c'est un peu un premier chapitre qui se ferme avec Zia, on va dire, le fait de la laisser comme ça, d'être arrivé jusqu'au Guatemala. Là, on a fait plus de la moitié de la route avec les équipiers et waouh, c'est énorme tout ce qu'on a fait en 1 an et 8 mois. Waouh, d'avoir fait tout ce tour. Je crois que je me rends pas compte encore, mais je pense que je me rendrai compte au fur et à mesure du temps et ouais, c'est ouf quand même. C'est fou d'avoir fait tout ça. Tu rentres 6 mois, tu m'as dit ? 4 mois. Ouais, c'est une belle pause aussi pour se remettre d'aplomb. Ouais, ça va faire du bien. Ça va vraiment faire du bien, ouais. Pour assimiler tout ça. Exactement, se rendre compte un peu de tout ce qu'on a vécu, je pense, aussi. Prendre du recul sur tout ce qu'on a vécu et tout, ça va remettre les idées en place et les souvenirs en place. Et écoute, très beau retour à toi et je te souhaite le meilleur pour la suite de l'aventure avec Zia. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter. Avec plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain et rendez-vous chaque lundi pour une nouvelle aventure à la voile.